Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste, consultante et cofondatrice de VetoJob. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Tourmente. Bonjour Camille, bienvenue. Bonjour Marine. Alors, je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui parce qu'on a travaillé ensemble par le passé dans divers contextes, pour VetoJob, pour Cheval Santé quand je travaillais en nutrition animale. Et en fait, on n'a jamais pris le temps de discuter de ton parcours, donc c'est l'occasion. Et en plus, en le partageant avec nos auditeurs. Alors Camille, tu sors de l'école de Toulouse en 2005. Oui. Après une T1 Pro équine, on disait T1 Pro, je crois que maintenant c'est 6A, mais c'était l'époque des T1 Pro. T1 Pro équine, oui. Tu fais un internat entre la clinique équine de l'ENVT et la clinique du cheval à Grenade. Oui. Ensuite, tu restes 2 ans à l'école en tant que chargée de consultation équine, donc jusqu'en 2008. Alors, je préviens, tout se chevauche dans ta carrière. On a ça en commun, toi et moi. Donc, parallèlement, tu intègres un groupe de presse professionnel qui s'est appelé ATC, qui s'appelle depuis peu Théma. C'est comme ça qu'on se rend compte puisque c'est l'investisseur de VetoJob. Exactement. Et tu deviens éditrice déléguée du pôle santé animale pendant 14 ans. À cette occasion, tu travailleras pour plusieurs revues professionnelles et grand public. Tu nous expliqueras ça. Mais ça s'arrête pas là. Tu es encore journaliste chez ATC quand tu reprends la pratique en canine dans une clinique et des vacations au refuge SPA de Toulouse. Tu cumules les deux pendant 5 ans et tu quittes ATC en 2021 pour te reconsacrer en fait pleinement à la pratique. Donc tu fais partie de ces vétos qui quittent la pratique pour l'entreprise, pour le secteur privé, mais qui reviennent à leurs premiers amours. Et ça, je trouve ça très intéressant. Comme du coup tu récupères un peu de temps, tu te lances dans un CES d'ophtalmologie que tu es en train de terminer. Sinon, tu es mariée à un vétérinaire équin, vous avez 3 enfants et tu es une passionnée de montagne. Exactement. Bon, j'ai assez parlé. Maintenant, on a tous envie d'en savoir un peu plus sur ton parcours. On y va ? Oui, on y va, c'est parti. Comment tu en es arrivée à la médecine vétérinaire ? Depuis toute petite, je crois comme la plupart des vétérinaires, c'était vraiment le métier que je souhaitais faire. J'ai eu des petits doutes quand même au lycée. En fait, c'est vrai que quand j'allais chez des vétérinaires, ils étaient pas forcément épanouis dans leur pratique. Et celui qui suivait mes animaux me disait « Oh, c'est quand même dommage de faire véto. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait agro, ils ont eu des belles carrières. Donc, si c'était à refaire, peut-être que je ne ferais pas véto. » Et c'est vrai. Ouais, c'était étonnant. Et j'avoue que ça m'avait un petit peu déstabilisée. Et du coup, je m'étais posé des questions en terminale de me dire, voilà, est-ce que je fais le bon choix ? Et j'avais postulé également dans des prépas maths sup bio. Je m'étais aussi inscrite fac de médecine, fac de pharma. Pour moi, c'était quand même la santé. J'avais quand même envie de bosser dans la santé, prioritairement avec les animaux. Mais j'ai eu quand même des doutes au moment de la terminale. Et c'est vrai quand j'ai eu les réponses aux différentes prépas, je me suis dit non, mais c'est véto que je veux faire. Et j'avais eu la prépa à Grenoble et je me suis dit c'est là-bas que je veux aller. D'accord. Et donc tu intègres l'ENVT. Pourquoi tu choisis Toulouse ? Alors, mon copain de l'époque qui était avec moi en prépa à Grenoble était originaire d'Aurillac. Lui, il voulait aller à Toulouse. Moi, j'avais un peu de famille à Toulouse et je me suis dit pourquoi pas, partons pour Toulouse, ça peut être une belle aventure. Et de ces années-là, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de tes études ? Super, franchement, je trouve que l'école de Toulouse, elle était vraiment top. Beaucoup d'espace, elle était quand même assez bien équipée. Il y avait un centre équestre, c'était grand. J'avais pas eu une bonne impression de Maison Alfort, mais je pense que c'était biaisé par le fait que j'y étais allée que pour les oraux, en fait, dans un contexte vraiment très stressant. Parce que les oraux du concours se déroulaient à l'école d'Alfort. Oui, à Maison Alfort. Ouais. D'accord.
Donc c'est vrai que c'était la seule fois que j'y étais allée et c'était en ville. Moi, je venais quand même de Metz, tu vois, en province. C'est vrai que ça m'avait paru quand même. Je me projetais pas. Pour moi, c'était faire mes études. J'avais envie d'être un peu plus à la campagne et je trouvais que Toulouse ça allait être un bon choix. D'accord. Quand on a préparé cette interview, tu m'as dit que tu t'étais investie à l'AVAC Junior à Toulouse. Qu'est-ce qui Oui. t'a donné envie de t'y investir? Alors pour tout dire, j'ai plutôt été embarquée par ma meilleure amie de l'école qui était très investie en canine et qui avait eu ce projet de créer une AVAC junior avec, je pense qu'on était en troisième ou quatrième année, en troisième année avec 2 quatrième années et je m'étais dit oh ouais c'est quand même sympa de mener un projet comme ça et on avait créé ensemble l'association de l'AVAC junior et on avait participé à des congrès, on avait aidé aux Journées du Chat d'Arcachon, c'était sympa. On avait organisé des conférences. Ça permettait d'avoir un autre lien aussi avec les professeurs parce que voilà, fallait aller à l'administration, trouver une salle de conférence, trouver des intervenants. J'avais trouvé l'expérience assez sympa, même si je te dis au début, c'était vraiment, j'avais été raccrochée dans le projet comme ça parce que mon amie était partie prenante du projet. Mais finalement, ça, par rapport à la suite de ta carrière, ça fait un peu sens parce que c'est à ce moment-là que tu découvres finalement de l'organisation, l'événementiel, c'est vrai que quelque c'était chose. une expérience sympa, c'est vrai. Faire les congrès, tu vas avoir un petit stand, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai que c'était en continuité avec ce que j'ai fait plus tard. Et l'AVAC, donc c'est plutôt de la canine. À ce moment-là de l'école, est-ce que tu te projettes dans la canine ou est-ce que tu te projettes déjà dans l'équine? Non, honnêtement, quand j'ai intégré, je me voyais vraiment en canine plutôt. J'aimais bien la canine, j'aimais bien les nacs. J'aimais bien monter à cheval, mais on n'avait pas trop le droit à la maison. Mon père était médecin. Je pense qu'il avait été assez traumatisé par des urgences traumatologiques. Et bon, on pouvait monter comme ça en vacances, mais monter chaque semaine dans un club, c'était quand même pas très facile. Donc c'est vrai que je l'avais en loisir et j'ai plus découvert les chevaux tardivement. Je suis partie en Australie, donc déjà à la fin du lycée dans le cadre d'un séjour linguistique et c'est de la famille ma correspondante avait un ranch en fait. Ils avaient des chevaux, le père était entraîneur de galopeurs. Donc là j'avais trouvé ça sympa. On montait beaucoup, c'était chouette, c'était vraiment les grands espaces, la liberté. Mais là, je me projetais pas encore veto équin, tu vois. Vraiment, j'aimais bien ça, mais plus en loisir. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'école, j'ai été amenée à retourner en Australie. Je pense que c'était entre la troisième et la quatrième année pour faire un stage. Et là, je l'ai fait chez leur vétérinaire équin. Donc à Brisbane, dans la banlieue de Brisbane, c'était de l'équine pure. Ça tournait bien, il y avait énormément de chevaux. Et là, ça m'a plu. Je me suis dit, ouais, c'est quand même sympa, quoi, ce boulot. Et c'est peut-être la première fois où je me suis dit, ouais, je me vois bien en équine. Alors, pas forcément à temps plat, mais tu sais, à l'époque, on te disait quand même que si tu voulais faire de l'équine, fallait pousser toute ta formation en équine, qu'il serait toujours temps d'apprendre un peu la canine plus tard. Et il y avait un peu ce côté, si un jour tu veux toucher des chevaux, tu fais t'inter un pro, voire un internat, parce que si t'as pas ça, tu auras beaucoup de mal. Je pense que c'est moins vrai à l'heure actuelle, ou c'est peut-être un peu différent. Donc finalement, c'est ce stage qui fait un peu un déclic de te dire je vais peut-être faire ma dernière année en équine, mais tu choisis de faire que ça. Alors, je sais pas si c'était possible à l'époque de faire de la canine et de l'équine en dernière année. C'était pas possible, tu étais obligée de choisir. La T1 Pro Équine, elle était très bien organisée. Il y avait pas mal de stages. Tu allais dans les différentes écoles. Tu faisais des sessions au CIRAL en Normandie pour tout ce qui était pathologie locomotrice. Tu allais à Nantes pour la reproduction. Il y avait des stages avec des vétos. Je connaissais bien le parcours parce que mon copain de l'époque est devenu mon mari, l'avait fait. En fait, il avait fait une T1 Pro, un internat, et je trouvais que la formation, elle était quand même bien faite. C'était sympa, ça permettait de sortir un peu de l'école, de voir d'autres écoles et surtout, il y avait des stages aussi, une grosse période de stage. Il y avait un stage en hospitalier et un stage en véto itinérant et ça m'a plus tenté que la canine quand il a fallu se décider au cours de la 4e année. D'accord, donc finalement, de ta T1 Pro équine, tu gardes de bons souvenirs. Oui, très bon. Ouais, j'ai trouvé que c'était une super année, puisqu'après même, tu vois, j'ai voulu faire un internat, donc rester. Oui, c'est ce que j'allais te demander, comment tu décides de poursuivre ta formation? Alors déjà, je me vois pas du tout sur le terrain à la fin de ma T1 Pro. Je trouve que j'ai encore plein de choses à apprendre. Moi, j'aime beaucoup la médecine interne.
Et c'est vrai que je trouvais ça bien quand même de pouvoir faire ces examens complémentaires, de pouvoir hospitaliser, prendre le temps de faire une échographie, une endoscopie. Donc rapidement quand même, je me dis j'ai envie de faire un internat en équine. Et tu restes à Toulouse, du coup, pour cet internat en équine ? Je reste à Toulouse, oui. Donc ça se passe sur 2 structures. Alors oui, on avait des rotations, mais on était de mémoire à peu près à mi-temps à la clinique et à mi-temps dans une clinique privée qui était à côté de l'école. Il y avait aussi un mois de stage en reproduction chez le docteur Lenormand. Et il y avait aussi il y avait des stages avec des vétos itinérants. C'était assez complet aussi. Ça se rapprochait on touchait à tous les domaines. Et il y avait des stages avec des vétos itinérants. Tu pouvais aller un mois avec et puis ça s'organisait comme ça. D'accord. Et alors souvent à ce moment-là, je pose la question comment se passe ta recherche d'emploi et ton entrée dans la vie active. Mais toi, tu fais le choix de rester à l'école comme chargée de consultation. Oui, tout à fait. C'était dans la continuité. C'est vrai que moi, comme je disais, j'aimais bien la médecine interne. Je trouvais que sur le terrain, il y en avait pas énormément, ou peut-être je me sentais pas prête. Je pense que c'était un petit peu la sécurité. J'aimais bien être avec les étudiants. Je trouvais ça sympa, de la pédagogie, d'organiser les TP, les TD. C'était chouette. Après, il y avait un petit peu un biais à Toulouse, c'est que il n'y avait pas de bloc chirurgical. Donc c'est vrai que toute la partie un peu orthopédie, chirurgie, elle était pas très développée, mais on faisait quand même de la médecine interne et pas mal d'ophtalmologie. Donc c'est vrai que ça me plaisait finalement. La majorité de l'activité s'était tournée sur la médecine et l'ophtalmologie et c'était ce que j'aimais. Donc tu vois, c'était parfait pour moi. Ça reboucle avec le CES, on y reviendra. Exactement. Bon, et alors comment tu arrives dans la presse pro, surtout que si j'ai bien compris, ça se chevauche. Alors, c'est vraiment par hasard. Je me souviens que j'étais en train de finir des comptes rendus. J'étais chargée de consultation depuis quelques mois et j'ai eu un coup de téléphone du PDG du groupe ATC, mais vraiment un hasard, qui recherchait en urgence une rédactrice en chef pour Cheval Santé. Donc une revue en kiosque destinée aux propriétaires de chevaux. Le groupe avait racheté récemment cette revue. La rédactrice en chef partait. Elle était vraiment sur le départ. Je pense qu'elle était à 15 jours de la fin de son contrat. Ils recherchaient en urgence un profil de véto équin. Donc, comme il me l'a expliqué, en fait, ils voulaient un vétérinaire. Ils ont estimé que ça allait être plus facile de former un vétérinaire au métier de journaliste plutôt que d'apprendre à un journaliste les rudiments de la médecine vétérinaire. Et donc, ce qui est assez logique. Il avait entendu parler de moi par un copain véto parce que mes parents amenaient leurs animaux chez cet ami véto à Metz. Je suis originaire de Metz et vraiment par hasard, il s'est dit je vais tenter ma chance parce qu'un profil universitaire, un véto équin, ça peut coller. Ah, c'est marrant, je connaissais pas du tout cette histoire. Ouais, donc c'est vraiment un concours de circonstances. Mais moi, au début, j'ai cru que j'avais mal compris, si tu veux, parce qu'il m'a dit, voilà, je recherche une rédactrice en chef. Donc moi, sur le principe, je suis assez littéraire, tu vois, j'aime bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas. J'avais écrit des articles scientifiques comme on fait tous au moment des internats. J'avais écrit peut-être 1 ou 2 articles pour Cheval Magazine que quelqu'un n'avait pas le temps de faire, et m'avait demandé de les écrire. Et je m'étais dit, ouais, c'est sympa quand même, mais bon, voilà, c'est tombé comme ça. Et le soir, j'en parle à mon mari. Il me dit, mais t'as dû te tromper, c'est pas possible qu'on te propose d'être rédactrice en chef. Et je lui dis, ouais, j'ai peut-être mal compris, mais quand même, je crois que c'est quand même ce qu'il m'a dit. Bon, il faut dire, je fais une petite parenthèse, je le dis dans l'épisode de François Rabas, c'est que, parce que c'est mon associé qui t'a appelé, il adore les vétos et il adore au sens le profil intellectuel des vétos, donc ça m'étonne pas du tout qu'il t'ait confié ce truc-là parce qu'il a vraiment une appétence pour la manière dont sont structurés les vétérinaires. Donc c'est vrai que bon, puis donc après c'est en suivi rapidement, j'ai dit oui, moi ça m'intéresse, tu vois, j'ai pas trop hésité. Quand même je pense que j'aurais été en pratique privée, ça aurait été impossible en termes d'horaire. Là à l'école, non, il y avait très peu d'urgence, c'était un rythme cool. C'est vrai que ça tournait vraiment pas à plein régime. La clinique équine de l'école véto, je me suis dit ouais, ça va, c'est bien, ça va quand même être assez complémentaire. Donc tu te dis que tu vas cumuler les deux en fait. Au début, c'est vraiment le deal. Je fais les deux. J'ai pas d'enfant à l'époque. Mon mari véto équin, il bosse énormément. Il a des gardes, des urgences, donc finalement, je considère que j'ai le temps de le faire.
J'ai le temps de le faire. Bon, j'ai un déménagement au même moment, mais je me dis c'est pas grave. Mon mari me dit je vais gérer les cartons. Je dis ok, c'est bon. Donc j'avoue que je n'ai rien fait pour mon déménagement. C'est vrai que j'ai rien fait parce que j'ai commencé ce boulot. J'ai dû aller à Metz plusieurs fois pour se dire on se met d'accord. Je commence ça. C'était un salariat, peut-être un tiers-temps ou un mi-temps, mais je me souviens quand même que j'avais rencontré l'ancienne rédactrice en chef. Et qui était une veto aussi. C'était une veto. Et elle était à temps plein et elle avait en plus une assistante pour l'aider. Donc je me suis dit il va falloir quand même un peu dépoter. C'est peut-être un peu ambitieux et c'est vrai que ça a été quand même les premières semaines la prise en main compliquée. Moi je ne connaissais rien du kiosque. J'allais te demander. En fait, tu découvres un nouveau monde. Un nouveau monde. Comment tu apprends les codes de ce nouveau monde? Alors, j'ai eu la chance, j'ai rencontré un ancien journaliste et qui habitait à Pau et il venait à Toulouse. On se retrouvait dans mon bureau de chargé de consul de l'époque, le week-end, et c'était cours particulier de journaliste. Donc, il me disait, voilà, un journal, t'as un chemin de fer à faire. Mais c'est quoi un chemin de fer? Tu prends ça. T'as un angle à trouver, mais c'est quoi un angle? Ton titre, il doit être comme ça. Bon, d'accord. Donc là, il m'a dit, tu t'achètes telle revue. Donc, le samedi, je suis partie à une librairie à Toulouse m'acheter des bouquins, j'ai potassé les bouquins et voilà, je pense que petit à petit c'est rentré dans l'ordre et surtout les premiers articles, j'ai fait les sommaires un petit peu, j'ai regardé ce qui s'était, j'ai potassé tous les Cheval Santé qui avaient été édités, j'ai proposé des sommaires, puis j'ai pas eu de transition en fait, c'est-à-dire que j'ai rencontré 2 heures l'ancienne rédactrice en chef qui m'a dit on fait ci ça, qui m'a un peu briefé mais je savais pas en quoi ça consistait, donc je pouvais pas lui poser de questions pertinentes puisque je découvrais. Et je me suis dit allez. Après j'ai été entourée. À Metz il y avait une sacrée équipe. Les gens du desk m'ont expliqué comment ça se passait, les différentes étapes, la maquette. J'ai vraiment été plongée dans le bain assez rapidement. Après t'as eu énormément à apprendre quand même. J'ai eu à apprendre et vite. Il y avait un numéro à sortir 3 semaines après. Ce que les vétérinaires savent faire en général. C'est vrai. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, si tu veux, je me suis dit, allez, on se lance. Et après, il fallait relancer. Moi, c'est pareil. Je me suis dit, je vais envoyer un mail pour un article 15 jours après. Je vais l'avoir 15 jours après. Non, ça se passe pas du tout, tu le sais très bien. Ça se passe jamais comme ça. Donc, au début, j'appelais. Mais quand j'appelais, en fait, eux, ils avaient l'habitude de faire SMS, que ça les dérangeait. Donc, des fois, j'étais moyennement reçue. Moi, je connaissais pas. Donc, c'est vrai qu'au début, il fallait quand même marcher sur des œufs. Puis, il y avait des experts. Donc, tu avais vraiment des gens, des pointures au niveau de la profession, des vétos équins. Donc j'arrivais, moi, toute petite là. Oui, t'étais toute jeune. C'était pas évident. J'adore cette histoire. Je la connaissais pas du tout. Ah non, ça a été un sacré. Mais je crois que je me suis pas rendu compte, mais souvent c'est comme ça. Le CES c'est pareil. Je me suis pas rendu compte dans quoi je me lançais et ça m'a préservée en fait, parce qu'une fois que j'étais. Une fois que t'es dedans, tu roules quoi. Et ça allait. Mais je me souviens quand j'ai reçu le premier numéro de Cheval Santé avec ma photo dedans, c'était quelque chose quand même. J'avais. C'était mon bébé quoi. C'est vrai que j'avais l'impression d'avoir franchi une étape. Et on avait relu les articles là avec le professeur de journalisme. Il m'avait aidé et c'est vrai que j'ai été quand même j'ai été un peu lâchée quand même dans la fauve, mais j'ai été bien entourée quand même. C'est vrai que j'avais des gens bienveillants sur toutes les étapes de production du magazine qui m'expliquaient un peu comment faire quoi. Donc tes premiers pas de journaliste en fait c'est une opportunité qui est venue à toi en fait. Exactement, c'est ça. Et en quoi consiste, est-ce que tu peux expliquer en quoi consistait ton métier et puis comment il a évolué au cours du temps, parce que tu t'occupais de Cheval Santé, mais ensuite tu t'es occupé d'autres magazines, notamment peut-être les vétérinaires connaissent, enfin ceux qui sont un peu plus âgés, Vet Life, il y a eu Vet School, l'auxiliaire vétérinaire. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, donc au début c'est vrai que j'ai commencé par Cheval Santé et du fait de comme c'était, j'avais mon boulot à côté, je gérais vraiment uniquement la partie rédaction en chef. Il y avait pas, je gérais pas la partie promotion, je n'allais pas aux conférences de presse. C'était pas possible. J'étais un petit peu figée à Toulouse. Les congrès, c'était possible puisque c'était compatible avec mon activité en tant que chargée de consulte. Il y avait certains congrès que je pouvais faire. Donc à ce moment-là, ça se goupillait pas trop mal quand même parce que les deux activités, tu les cumules combien de temps? Je pense que je les cumule 1 an et demi puisque quand même. j'ai commencé à ce niveau-là et j'ai refait
Il y a quand même eu 1 an et demi. Je me souviens, hein, je bossais comme chargée de consul. Quand j'avais une pause entre midi et 2, j'avançais pour les revues. Et le soir, pareil, c'était quand même assez compatible. J'avais une banque de photos aussi. Hein, je pouvais prendre énormément de photos sur place, en fait. Hein, il manquait une photo pour illustrer un article. Avec les étudiants, je disais viens, on va faire ça. Tu prends la pince à pied, on se met comme ça. Donc c'est vrai que ça se nourrissait quand même. Les deux activités étaient assez complémentaires. Mais c'est vrai que je m'occupais vraiment que de la partie rédaction en chef tant que je devais cumuler avec Cheval Santé. Hein. Ensuite, j'étais enceinte la 2e année de chargée de consult à la fin de l'année. Et là, j'ai commencé à trouver que ça allait être compliqué de tout gérer. Oh, je comprends pas pourquoi. Idéalement, je m'étais dit peut-être un mi-temps, chargée de consultation. Mais j'ai vite vu que ça allait être difficilement compatible. Je voyais les horaires de mon mari aussi. Je me suis dit ça va quand même être compliqué. Et c'est arrivé à peu près au moment où le groupe rachetait des revues, les revues dont tu as parlé. Donc VetLife. Quand t'es racheté les 3 en même temps, en fait. Exactement. Et là, il y avait un gros projet quand même. Hein. Et là, il fallait non seulement, il fallait une équipe. Et je me suis dit, c'est peut-être le bon moment pour là mettre un peu la pratique de côté. De toute façon, je me projetais pas tellement sur le terrain en tant que veto équin. Moi, j'aurais voulu faire une résidence en médecine interne. C'est vraiment ça à ce moment-là qui me disait. Mais c'était compliqué. À Toulouse, ça pouvait pas se mettre en place facilement. Il n'y avait pas un volume de cas suffisant. Il n'y avait pas assez de spécialistes, donc ça nécessitait des stages. Je me suis dit que ça allait être compliqué. Je me voyais pas non plus sur le terrain, donc j'étais un peu arrivée peut-être à une forme d'impasse dans la pratique équine telle que moi je la concevais. Donc c'était l'opportunité encore, hein, le rachat de revues, de me dire je peux passer à temps plein. Et là, je vais pouvoir plus quand même m'investir que de faire que la rédaction en chef, développer les projets, être plus présente aux conférences de presse. Mais j'aimais quand même assez bien le grand public et c'est vrai que j'étais attachée au titre. Et dans la répartition, on s'est dit il va falloir recruter du monde. Et c'est vrai que je disais je voudrais garder la partie quand même grand public. Et on a recruté d'autres personnes pour gérer la partie VetLife plus au niveau des vétérinaires. On a été jusque 4 vétérinaires. Il y avait beaucoup de projets, il y avait du digital. Moi, j'ai récupéré Chien Santé. C'est pareil, hein, qui était un supplément sur des revues chiens, qui était vraiment le mini Cheval Santé, mais pour le chien, qui était assez sympa. Et donc après, j'ai récupéré plus tard l'auxiliaire vétérinaire quand il y a eu un arrêt de VetLife, que Vet School Papier a disparu et l'équipe a été de nouveau réduite. Donc on a été plusieurs. Le projet VetLife après le rachat n'a pas bien fonctionné et du coup on est reparti sur les titres grand public qui fonctionnaient bien, donc Cheval Santé et l'auxiliaire vétérinaire, et j'ai récupéré à ce moment-là l'auxiliaire vétérinaire. D'accord, et donc tu avais quand même dans ton scope des cibles très différentes, des revues différentes, enfin c'était quand même assez varié. Et puis tu dis qu'il y avait donc le parti papier, print, mais finalement que tu faisais aussi du digital, c'était les débuts des réseaux sociaux où ça a commencé à prendre de l'ampleur, donc t'as appris pas mal sur cette partie-là aussi. Ça, et puis moi ça m'a passionnée. C'est vrai que le début, quand on a dû lancer la page Facebook, je pense qu'au niveau du groupe Cheval Santé, c'était une des premières pages à être lancée. Et en fait, c'était une super cible. Les cavaliers, les propriétaires de chevaux étaient beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça a cartonné. Et c'était encore à l'époque où tu pouvais augmenter ta communauté sans forcément payer une visibilité, un peu par le bouche à oreille, le partage, vraiment de la visibilité organique. Et très rapidement, la page, elle a pris beaucoup d'ampleur. À une époque où on n'était pas obligé de sponsoriser beaucoup les posts. Je trouve qu'après, ça a un petit peu dévié et que fallait toujours quand même Facebook, si tu voulais avoir une bonne visibilité, payer. Et nous, on a été un petit peu préservés. Au début, c'était pas comme ça. On pouvait vraiment surfer sur le partage naturel, spontané des internautes. Et tout ça, c'est pareil, tu l'apprends sur le tas, toute seule? Alors, il y a quand même, c'est vrai qu'ATC, comme c'est un grand groupe, il y a des experts en fait en chaque domaine. Et là, il y avait une experte qui gérait les réseaux sociaux sur le vin.
qui était en avance aussi, et j'avais des journées de formation avec elle. Hein. Donc on faisait tout ça toute la journée. J'ai ce souvenir de ressortir de là la tête farcie quand même d'informations. Hein. C'était assez dense, mais à chaque fois quand même, c'était sur le tas. Mais j'ai toujours été encadrée quand même par des personnes qui m'ont dit, moi je fais comme ça, et j'avais quand même un feedback après quand j'avais des soucis de modération, quoi que ce soit. Il y avait souvent quelqu'un qui s'adressait pour dire comment tu gères toi. Ça, c'était quand même confortable. D'accord. Quand on a préparé cette interview, tu m'as écrit que en 2015, tu fais 2 formations sur le droit du médicament vétérinaire et sur les aspects pratiques et juridiques de l'évaluation comportementale canine. Tu fais ça en relation avec ton poste de rédactrice en chef ? Non, là, je pense que c'était la formation sur le droit du médicament vétérinaire, c'était en ligne. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait à côté. Ça m'intéressait. Et puis, je crois que mon mari aussi en avait besoin pour tout ce qui était législation, dopage. Lui, il était dans une phase de désassociation. Il allait être seul, hein, et du coup, je l'ai pas mal aidé sur la législation, ce genre de choses, pour se mettre carré, hein, pour les médicaments. Et à ce moment-là, j'avais un tout petit peu plus de temps que lui, donc c'est moi qui ai fait cette formation en ligne. Je pouvais la faire quand je voulais. Et après, celle sur le comportement des chiens, c'est vrai que comme j'avais pas fait de canine depuis longtemps, c'était le moment où j'avais eu ce projet de me remettre à la canine. Je crois que j'avais quand même une sorte d'appréhension sur les chiens, en fait, et je me suis dit non, mais il faut que je sois plus confiante plus tard quand je vais être en consulte, et il faut que ça va être bien, quoi. Ça va être une formation sur le comportement de chiens, les chiens dangereux, et je me suis dit, ça m'a rassurée de me dire je vais le faire à ce moment-là. Oui, d'accord, ok. Je pensais que c'était sur le droit du médicament, que ça concernait peut-être les annonceurs ou ça a aidé parce qu'il y avait toute une partie réglementation, mais je pense que je l'ai plus fait celle-là à titre perso, sur mon temps perso par rapport à ça. Après, tout était lié à chaque fois. C'est ça qui était bien, c'est qu'il y avait toujours un lien entre les différentes activités que je pouvais avoir. Oui, c'est ça que je suis en train de comprendre, c'est qu'en fait, tu as réussi à un peu créer de la sérendipité entre toutes tes activités. C'est ça, c'est vrai que c'était lié. J'avais toujours l'impression qu'il y en avait une qui nourrissait aussi l'autre et vice versa. Hein. Donc c'est vrai que c'était, il y avait comme une logique en fait. Hein. C'était un tout et qui était assez cohérent. D'accord. Et c'est quoi les grands apprentissages que tu as tirés dans ces 14 ans de vétérinaire journaliste ? Alors je pense quand même que la gestion de projet, parce que ça c'est un truc c'est différent en vétérinaire, mais c'est vrai que là il y avait des gros projets, et puis la relation aux annonceurs quand même, hein, ou le fait d'avoir des clients, mais c'est pas comme des clients quand t'es véto, hein, mais là qu'on a un projet de communication, ce genre de choses, il faut tenir les délais, je crois quand même être bien organisé, bien communiquer avec différentes équipes. Il y avait quand même une nécessité de bosser en équipe qui me paraît encore supérieure à celle que tu peux avoir en pratique par rapport à ça. Et après, le fait que on peut apprendre relativement facilement un autre métier, hein, si on est bien entouré, même si les débuts peuvent être compliqués. J'ai quand même trouvé que en quelques semaines, quelques mois, j'avais acquis de l'autonomie, et j'étais quand même autonome dans mon activité. Et ça m'a paru moins laborieux, si tu veux, que quand je me suis remis à la pratique après. J'ai trouvé ça moins inconfortable quand même, de me lancer dans le bain du journalisme, peut-être moins stressant que la reprise de la clientèle après coup. Parfaite transition. Justement, sur ce retour en pratique, est-ce que pendant ces années, donc ces 14 années en tant qu'éditrice déléguée, il y a une petite musique qui te trotte dans la tête et qui te dit j'y reviendrai forcément un jour? Non. Jamais. Alors vraiment, moi, quand j'ai commencé le journalisme à temps plein, ça m'a plu, et je me suis dit, moi, j'avais pas vraiment bossé en fait sur le terrain. Tu vois, des années de chargée de consultation, c'est pas la pratique quotidienne, hein, sur le terrain. Et je me disais, je me voyais pas forcément m'épanouir en équine comme ça. La canine, je m'en sentais très loin. Je me sentais pas formée par mes pour. Je me sentais à l'aise avec les animaux, les clients, mais
mais je me voyais vraiment pas compétente pour en faire. Donc j'avais fait une croix dessus, comme un deuil. Je sais que parfois on dit quand on fait plus de pratique, il y a un deuil à faire. Pour moi, j'allais pas y revenir, et j'étais contente même de me dire, bah voilà, le soir quand je ferme mon ordinateur, bah j'ai pas de problème, j'ai pas de vie entre mes mains. Je trouvais ça confortable. Ouais. Est-ce que aussi au niveau de ta vie de famille, parce que tu as 3 enfants, Oui. est-ce que c'était aussi dans le jeu, enfin dans ta réflexion? À l'époque, j'en avais que 2. C'est vrai que c'était 2 un peu rapprochés, donc c'est sûr que ça a joué. Ça a joué parce que je me suis dit, 2 vétos équins, ça va être compliqué à gérer. Moi, j'ai pas de famille sur place, et je pense qu'effectivement, c'était un choix peut-être qui était inconscient, mais c'est vrai que c'est d'être en télétravail la majeure partie du temps. T'as pas de stress en fait, si t'as un enfant malade, bon, tu sais que ça va être inconfortable de travailler, mais tu peux quand même le faire. C'est pas du tout la panique comme quand tu dois aller au boulot et que t'as une matinée de rendez-vous qui t'attendent. Donc c'est sûr que je pense qu'inconsciemment je me disais, ouais, c'est là on a un rythme de vie qui reste confortable, pas de stress. Mon mari il peut rentrer tard, il a une urgence, ça pose pas de soucis, c'était confortable. Et alors comment elle te vient l'idée de te dire, je vais reprendre un peu de canine? Vraiment, de façon un peu insidieuse, je peux pas te dire. Il y a eu un moment, mais je me souviens quand même d'une discussion avec des amis vétos, et dont un copain de mon mari qui me disait, mais tu reprendras jamais? Je dis bah non, parce que si je reprenais, ce serait en canine, mais bon, je suis pas formée. Et lui, il voyait pas trop le problème. Il dit ah oui, bon, mais c'était presque un non-sujet. Il voyait pas trop le problème de reprendre de la pratique. Et je me suis dit bon, d'accord. Et à un moment, je me suis dit quand même. Le métier, ça faisait un moment que je le faisais. Je trouvais ça un peu répétitif, parce que voilà, j'ai peut-être sorti 50, 60 numéros de magazines. J'aimais bien ça, mais je me projetais pas à très long terme quand même. Je me disais bon, faire ça encore 10, 15 ans, là j'avais envie de changer d'air, quoi. J'avais envie de changer, et j'avais envie de faire un métier plus pratique en fait, d'avoir un peu les mains. C'est vrai finalement, véto, t'es tout le temps avec tes mains. Je vois ce que tu veux dire. Quand tu fais de la chirurgie, quand tu fais, t'es actif en fait dans le sens où tu bouges, et c'est vrai que ça me plaisait quand même. Du coup, ça excluait de fait des postes dans l'industrie pharma ou l'agroalimentaire, par exemple. Ah oui, exactement. Quand j'ai commencé à me dire, c'était véto canin. Tu vois, je me suis dit bon comment je me projette si je change, et en fait je me projette plus dans un véto, dans une clinique canine. Je pense que c'est ça qui me plairait, et ça je pourrais m'épanouir là-dedans. Et donc concrètement, comment tu procèdes pour amorcer ce retour qui s'est fait très doucement, si j'ai bien compris? Ça s'est fait très très progressivement, et ça je pense que c'était à la fois bien et pas bien. Déjà tu tâtais le terrain, donc j'ai passé un coup de fil j'ai une amie véto à Chamonix chez qui j'ai fait tous mes stages, et je lui ai dit écoute, je me pose la question, éventuellement reprendre la canine, mais elle m'a dit non mais vas-y, il y a besoin de véto, il y aura une période de mise en route, mais franchement tu ne seras pas au chômage. Voilà, c'est ça. C'est ça, et puis je pense que elle me voyait ça, et donc après je suis allée en stage chez elle le problème c'est que je bossais à temps plein, donc j'ai fait sur mes jours de congé, c'est-à-dire qu'au mois d'août, je me souviens, je devais avoir 15 jours, 3 semaines à Chamonix avec mes enfants. Mon mari était pas là parce qu'il prenait pas autant de vacances, et je prenais une babysitter pour aller en stage. Je partais, on est voisines avec. Donc t'étais très motivée. Donc j'étais chez ma mère, mais je partais avec c'était tôt le matin, et puis j'attendais devant la porte comme une stagiaire, et puis je suivais ces consultations. Et ton objectif, c'était de te remettre vraiment dedans, ou de savoir si c'est vraiment ce qu'il te fallait? Alors les premiers stages, c'était vraiment voir si parce que c'était quand même une grosse industrie, de se dire faut que je me reforme. Donc c'était juste savoir si est-ce que ça allait me plaire en fait. D'accord. Donc ça, et ça m'a plu. En fait, je me suis dit c'est quand même sympa, le contact avec les animaux, les clients. Il y a beaucoup de relationnel en fait. Ça passe vite. Je trouvais qu'à chaque fois quand même, les journées, ça passait extrêmement vite. Peut-être plus que derrière un ordinateur quand t'es seul. Ça t'aère en fait. C'est vrai que c'était sympa. Et donc là, je me suis dit ça me plaît. Donc là, il faut que je trouve une façon de me former, mais cette fois pas pendant mes vacances, mais à Toulouse sur mon temps libre. Donc j'ai appelé la clinique où je faisais soigner mes animaux. Et donc j'ai posé la question à Delphine, parce que je travaille encore
encore là-bas, hein, tu vois, j'y suis restée. Et donc, qu'est-ce que t'en penses? Je pourrais venir les samedis matins. Elle m'a dit, pas de souci, tu viens les samedis matins. C'est vrai que c'est sympa quand même, la clientèle. Pareil, tu vois, elle trouvait que c'était sympa. Après, elle me disait, voilà, moi, j'ai des copines après une expérience dans l'industrie pharmaceutique, elles se sont mises direct. Mais moi, j'avais quand même envie de faire ça progressivement quand même. J'avais pas envie d'être directement, je me sentais pas capable, hein, même d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique. Donc j'ai fait beaucoup les samedis matins là-bas. C'était sympa, moi. Et j'aime toujours bien travailler le samedi matin. Je trouve que tu as une ambiance différente. Les gens ils sont détendus, c'est un peu hors du temps. Et pareil, hein, ça m'a plu. Hein. Ça m'a plu, c'était chouette. Et comment vous gérez donc avec ton mari qui est vétoïcain itinérant, toi t'as plus qu'un temps plein et 2 enfants en bas âge du coup? Alors le samedi matin, lui, il bossait pas. Donc si tu veux, je prenais les créneaux en fait où il était libre. Et après, c'est vrai qu'après le samedi matin, je me suis dit c'est quand même limité. Il faut, si je veux faire un jour un remplat, des jours de remplat, quoi que ce soit, il faut quand même que j'ai vu des urgences, ce genre de choses. Et j'ai fait aussi un stage 1 mois dans la clinique d'urgence de Toulouse. Et donc là, j'y allais le soir après ma journée de boulot de télétravail et les week-ends. Donc là, c'est pareil, j'ai fait ça sur 1 mois. C'était dur en termes de rythme. Par contre, c'était top parce que j'ai vu plein de choses et ça m'a un petit peu mis moins la pression sur les urgences après à venir que j'ai dû gérer. D'accord. Et la SPA? Et la SPA, ça s'est mis à peu près de la même façon sous forme de vacation. Là, j'ai rapidement eu quand même moins. C'est la première structure où je me suis lancée un peu seule en tant que libérale. C'est quand même pas mal la SPA parce que t'as le temps, t'as pas les propriétaires en face. Au début, il y avait c'est de la médecine préventive, vaccins, identification. Des choses qui te redonnent confiance, en fait. Exactement. Ouais. Ça, t'as pas les propriétaires devant. Il y avait pas un rythme de dingue. Et c'est vrai que ces vacations, j'ai trouvé ça sympa. L'équipe était chouette et j'avais l'impression d'être utile. Tu vois, là-bas, même en arrivant, les vétos voulaient pas y aller. Il y avait vraiment un manque. Donc, ils étaient contents, même si j'avais pas même pas d'expérience. Franchement, ils étaient contents que je puisse travailler là-bas. Et j'ai beaucoup appris là-bas. Et à ce moment-là de ton parcours, dans tes réflexions, tu te dis quoi? Tu te dis, je vais cumuler les deux ou je vais y revenir à 100% un jour? Non, je pensais cumuler, réussir le plus longtemps possible. Notamment parce que j'aimais bien le journalisme, il y avait plein de projets, je trouvais que ça se nourrissait, ça me permettait, tu vois, je voyais des cas, je pouvais potasser, je suivais des webconférences, j'allais au congrès, je trouvais que c'était quand même c'était très cohérent. complémentaire et ça me permet aussi d'apprendre à petits pas quand même, de pas être directement immergé, débordé, dégoûté aussi, parce que c'est aussi l'époque. Alors c'était top, c'est qu'il y avait plein de webconf, c'était le début des webinaires et j'ai vraiment ce souvenir d'avoir fait beaucoup de conférences, de webconférences parce qu'on pouvait se former au moment où je me suis projetée dans l'activité canine. Et ça, je pense que 10 ans plus tôt, c'était pas possible. Si tu voulais te former, c'était bouquins, des formations payantes, des congrès. Et là, il y avait quand même un panel de formations accessibles facilement sous format 3/4 d'heure, 1 heure entre midi et 2 ou le soir. Et ça, j'en ai beaucoup suivi. Oui, d'accord. Donc une chouette période où tu cumules les deux finalement. Oui. Et alors, à quel moment tu finis par te dire, il y a un 3e enfant, je crois, entre-temps? Voilà, c'est ça. Alors là, ça a été un petit peu le coup dur au début, parce que c'était un peu une surprise et je m'y attendais pas. Moi, je venais de me remettre un peu à la pratique. La clinique dans laquelle j'étais me disait ça se passait super bien et quand j'ai commencé à leur dire je vais chercher des remplats pour le samedi en fait, c'est le seul jour que je pourrais faire, elles m'ont dit mais nous ça nous intéresse, ça se passe bien, l'équipe t'apprécie donc on aimerait que tu fasses les samedis pour nous, qu'on parte sur un samedi sur 2 et j'ai dit ouais c'est chouette et on s'est dit je vais commencer sur les samedis et je pense que j'avais pas commencé depuis 1 mois ou 2 où là j'apprends que je suis enceinte. La surprise et je me dis est-ce que ça remet en cause tout mon projet quoi. Est-ce que ça veut dire que ça va être impossible d'exercer et que finalement c'est avec 3 enfants c'est pas compatible ou est-ce que je me dis j'ai pas fait tout ça pour rien et je continue et finalement je me suis dit on verra bien donc j'ai été arrêtée au moment de mon congé maternité 6 mois comme c'était un 3e enfant mais finalement après j'y suis revenue, on s'est organisé comme c'était à temps très partiel je faisais que les samedis si tu veux, on a réussi à gérer.
on a réussi à gérer. Je pense que le fait d'avoir eu un 3e enfant a retardé en fait l'entrée aussi avec un peu plus de canines parce que c'était pas gérable d'un point de vue logistique. Ouais, mais par contre, t'as continué, J'ai quoi. T'as continué. repris le travail et t'as continué à accumuler les deux, quoi. Ouais, j'ai continué. Donc il y avait un vrai désir de faire de la canine et un vrai plaisir finalement dans la reprise. Alors, je te dirais que le plaisir, je l'ai pas eu au début parce que j'étais quand même très stressée et je trouvais que c'était compliqué. Et quand tu fais comme ça, que les samedis, t'as pas le suivi des cas. Donc, c'est-à-dire que tu vois un cas le samedi. Donc bon, j'appelais en disant bon, et alors comment ça va? Mais c'est vrai que c'est pas pareil. J'arrivais des fois le samedi matin, la boule au ventre, me dire bon alors qu'est-ce que ça a donné? Le cas que j'ai vu, j'avais toujours peur de passer à côté de quelque chose. Donc, si tu veux, à la fois, je trouvais que c'était chouette, mais c'était quand même une période stressante. Et comme moi, c'était à temps partiel, j'ai l'impression que cette période, elle a duré beaucoup plus longtemps que quelqu'un qui arrive en clinique, qui va peut-être avoir quelques mois un peu durs, mais ça va. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'était une transition très très douce, mais qui avait des avantages et des inconvénients. Ça avait aussi des inconvénients. Les chirurgies, c'est pareil. Je faisais beaucoup les chirurgies, tu vois, d'urgence. Mais quand tu fais que les urgences et puis que t'as pas les convenances, le volume des convenances aussi, t'es plus stressé, tu vois, parce que t'as moins de t'as pas ce volume qui fait que tu les gères, quoi, hein. Donc c'est sûr que j'ai quand même un souvenir de stress. Après, j'ai été aussi bien encadrée, hein. C'est vrai que dans mon parcours, les gens m'ont toujours fait confiance et ça, je les remercie. Là, la structure où je suis tombée, je pouvais pas tomber mieux, si tu veux, parce que j'avais 2 vétos très bienveillantes qui étaient cool. On pouvait discuter des cas. Les assistantes, c'est pareil, super sérieuses. Ça a été vraiment des alliés et je pense qu'honnêtement, j'aurais pu m'en dégoûter si j'étais tombée dans une clinique avec une mauvaise ambiance ou ça aurait pu être compliqué. Je pense que ça a été quand même déterminant de tomber quand même dans cette clinique-là. Mais c'est intéressant ce que tu dis, ce stress au début, ça me fait penser dans l'épisode d'Hélène Pasquet, elle explique il s'appelle Éloge de la persévérance, son épisode, parce qu'en fait elle explique qu'au début c'est dur, au début il faut s'y remettre ou s'y mettre quand on sort de l'école, et qu'à un moment le plaisir vient parce qu'on est dans la sérénité. Tu dirais que toi t'as mis combien de temps avant d'y aller sans être stressé et d'y prendre plaisir? J'irais 2 ans pratiquement. 2 ans, oui, parce que tu y allais qu'une fois par semaine, quoi. Ouais, 2 ans. Après, j'avais quand même des moments, j'adorais, si tu veux, le samedi, midi, quand t'as fini tes consultations et là que t'es juste avec, il y a peut-être des animaux hospitalisés, mais t'es au calme. Tu sais que le téléphone sonne plus, tu sais que tu vas rien rentrer de plus. Et là, t'as juste, les soins à faire, éventuellement les examens, t'occuper de tes hospitalisés. Et là, je trouvais une sérénité et j'aimais bien aussi revenir, tu vois, le week-end, être tranquille à la clinique, prendre mes marques, ça m'a aidé aussi, hein, de faire les soins le week-end parce que j'avais l'impression d'être, un peu plus à mon rythme. C'est une clinique où il y a quand même pas mal de débit et au début, c'est compliqué quand tu débutes d'être pas trop lente. Oui. Et t'accumules le stress de dire là, tu vois ta salle d'attente pleine, t'as des examens à faire, t'as des prises de sang à lancer en même temps que tu reçois. Et ça, c'est vrai que pour être dans le plaisir, il faut plus avoir ce stress-là et ça te prend forcément un peu plus de temps, hein. Et tu dis que tu étais dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que l'équipe dans laquelle tu travailles t'apporte qui te met en confiance et qui te permet de progresser et de trouver tes marques? Je pense qu'il y a déjà une volonté de bien faire les soins auprès des animaux, d'être aussi compréhensif par rapport aux clients, d'être dans l'écoute, de pas être dans le jugement. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Moi, j'étais habituée quand même les véto-équins. Des fois, tu as certains qui sont spéciaux avec beaucoup d'ego. C'est compliqué. Et là, moi, j'ai trouvé que dans les vétérinaires canins étaient globalement plus accessibles, peut-être parce que l'activité est pas moins dure, mais les clients te challenge peut-être un peu moins qu'en équine. Il n'y a pas des chevaux. Les animaux n'ont pas une valeur démesurée comme en équine. Et j'ai trouvé qu'elles se prenaient pas la tête dans leur activité, quoi, hein. L'important, c'était de bien bosser. Mais à aucun moment, j'ai senti, des jugements. Si j'avais l'impression de passer à côté, t'inquiète pas, ça m'est arrivé aussi. Là, tu feras attention, faut faire ça. Mais c'était toujours dit hyper gentiment. Et ça m'a donné confiance. D'accord. Et à quel moment tu sautes le pas et tu te dis je donne ma démission de journaliste et je m'y remets à plein temps?
Alors, je pense que c'était quand même à un moment où, je trouvais que je tournais en rond et que j'avais quand même du mal à me reprojeter sur les projets. Quand il fallait faire, les revues, les produire, c'était bien, mais j'avais pas le temps de tout faire. J'avais pas le temps à la fois d'assurer, la parution des revues et à la fois d'assurer leur développement. Donc c'est vrai qu'il y avait une certaine frustration. Je trouvais qu'on était un petit peu en sous-effectif par rapport aux Mmh. objectifs. Et là, j'ai commencé à me dire, Tu étais dans l'opérationnel et tu arrivais plus à prendre du exactement recul, quoi. ça. Et du coup, en même temps, je faisais quelque chose de confortable parce que sortir les revues, j'en avais l'expérience, donc je le faisais facilement. Mais c'est vrai que quand tu fais que ça, c'est moins passionnant aussi que quand tu arrives à lancer des nouveaux projets. Donc je sentais quand même que je végétais. Et donc je pense, c'était avant le confinement, hein, où j'ai commencé. Je pense que c'était en septembre 2020. Et je me suis dit, faut que je le dise rapidement, à me dire bon à dire à mon patron, je voudrais partir, mais qu'il y ait une transition. Je voulais pas laisser les revues en vrac comme ça. Et voilà, c'était aussi compliqué parce qu'il fallait trouver une personne capable de reprendre tout, la former par rapport à ça et de pouvoir gérer les nouveaux projets. Donc, est-ce qu'il fallait prendre plusieurs personnes? Comment il y avait quand même une réflexion à mener. C'était pas si simple que ça. D'accord. Après, on en avait parlé, mais il y a eu toute cette période après du confinement qui nous est un peu tombée dessus à peu près à ce moment-là. Et là, il y a eu un gros stand-by puisqu'on n'avait pas de visibilité, on savait pas comment ça allait se passer. Les revues kiosques ont été décalées, et donc là, clairement, je me suis dit, c'est pas le moment. Là, il y a quand même une grosse crise, c'est des circonstances exceptionnelles. Même il y avait même une incertitude sur les cliniques vétérinaires, on savait pas tellement comment ça allait se passer. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, le projet a été mis un peu en sourdine en attendant des jours meilleurs. Ouais, Mais d'accord. j'avais quand même mal vécu le confinement, le télétravail avec les enfants. Ça m'avait beaucoup pesé de devoir travailler en ayant les enfants à la maison. J'avais trouvé ça Ouais, limite d'accord. invivable. Franchement, j'avais besoin d'être concentrée. Voilà, j'étais contente quand l'école a repris, quoi. C'était vraiment compliqué pour moi. Comme beaucoup de parents, je Comme crois. beaucoup de parents. Je pense que tout gérer, je trouvais que c'était infaisable, qu'on faisait mal tout, on n'était pas patient avec les enfants, ils n'y pouvaient rien, mais en même temps, il fallait qu'on avance. Il y avait des gens qui n'avaient pas des contraintes familiales, donc voilà, on pouvait être décalé avec certains collègues. Donc ouais, j'ai mal vécu moi, ouais, cette période-là, d'un point de vue conciliation, vie pro et enfant. Et après, voilà, la décision était prise, mais il fallait pouvoir trouver la personne pour reprendre les projets. D'accord. Et une fois que ça a été officiel, donc tu as repris quoi en canine? Toujours dans la Alors j'ai même clinique? repris, oui, alors sur un gros mi-temps puisque je fais, quand il y a des périodes de vacances où, on n'est qu'une véto, je comble, donc je suis presque à temps plein sur les périodes de vacances. La semaine où je suis pas en vacances, j'ai la SPA que j'y vais une fois par semaine. Et voilà. Donc en gros, c'est c'est un 3/4 temps à peu près, lissé sur l'année, on va dire. Ouais, d'accord. Et alors cette nouvelle vie de veto Écoute, canin? c'était bien. Je me suis dit, je vais avoir plein de temps maintenant, quand c'était acté que mi-septembre, voilà, j'avais formé la personne qui me remplaçait. J'ai laissé, voilà, mon bébé, mes revues. Entre de bonnes Je me mains? suis dit entre de bonnes mains. Je me suis dit, c'est bon, là, je vais avoir du temps, voilà, des après-midi tranquilles. Je vais pas savoir quoi faire. Et j'ai eu, allez, un mois et demi, peut-être après, juste le temps de prendre goût, ce temps retrouvé. Il y a eu je m'étais inscrite au CES d'ophtalmologie, mais il y a peut-être quelques années, en me disant, au moment voilà où j'avais repris la pratique, je me dis ça doit être sympa, voilà, d'avoir un domaine de compétences, de pousser un peu sur un domaine. Et j'ai eu la surprise, il y a eu un désistement de dernière minute et je crois que début novembre, ils m'ont dit il y a une place si vous voulez. Oui, c'est pour quelle session? C'est dans 15 jours, quoi. Donc là, je me suis dit bon, oui. Ce fut de courte durée? Voilà, mais je me suis dit en même temps, c'est idéal, quoi. C'est-à-dire qu'ils m'auraient rappelé plus tôt, quand j'avais pas fini mon expérience à SKTC, j'aurais pas pu le faire et plus tard, je vais travailler plus, donc c'est pas le bon moment non plus. Donc on en a parlé avec Delphine et Marianne à la clinique et elles m'ont dit oui, c'est une super occasion, il y a pas de souci, on te libérera les semaines dont tu as besoin et go, quoi. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans et ça m'a bien occupée, on va dire. Et ça m'occupe encore.
Donc, tu serais contente d'avoir fait cette formation complémentaire. Je suis très contente. Après, je pense que voilà, je mesurais pas l'ampleur du programme. C'est quand même, il faut se remettre au boulot quand t'es sorti des études depuis un moment. Il faut quand même au début se faire un peu violence, quoi, hein, pour étudier. Et c'était beaucoup moins performant. C'est vrai que moi, j'ai été un peu effarée au début de voir que j'avais besoin de relire énormément mes cours, que j'avais l'impression que ça rentrait pas. Mais j'ai vu aussi qu'au fur et à mesure, ça allait mieux. Donc, je me dis c'était bien. C'était bien aussi de s'y remettre. Ça fait travailler le cerveau. Tu refais des connexions, ouais. C'est ça. Donc, non, puis c'est toujours sympa de voir. C'est vrai que moi, comme c'est ma première expérience en canine, ça a été aussi dans cette structure. J'ai pas vu énormément d'autres cliniques canines. Mes stages, je les ai fait beaucoup en équine. J'aime bien parler avec d'autres vétos. Aller en stage, je trouve ça très sympa de voir comment ça se passe ailleurs, en fait. C'est riche aussi. Donc, finalement, c'était l'occasion et je pense que, c'est un beau projet. Ça s'articule bien, si tu veux, dans mon parcours. Et aujourd'hui, tu es dans quel état d'esprit? Tu te vois faire de la pratique toute ta carrière ou est-ce que tu t'autorises à te dire qu'il pourrait y avoir un autre revirement? Alors, je me dis, je suis un peu dans la phase tout nouveau, tout beau, parce que c'est vrai que souvent, à mon âge, les gens, ils ont déjà plein d'années de canine, ils en ont parfois un peu marre. Moi, je suis pas encore là-dedans, puisque forcément, je suis pas lassée. En fait, je suis plus dans la période où, comme tu dis, c'est un plus confortable. La lune de miel. Voilà, c'est ça. T'es moins stressé, t'as un peu plus d'expérience. Les clients, ils ont plus confiance en toi. Donc, c'est vrai que là, c'est quand même plus agréable. J'espère que ça va durer. Après, comme au début, j'avais déjà pas de vision précise d'où je voulais aller quelque part, on verra bien. Est-ce que tu aurais envie de t'associer? En tout cas, je me projette dans cette structure. Donc, c'est vrai que là, il y a un projet de déménagement. Les locaux sont un peu petits, donc on va être dans une structure plus grande. Donc, à terme, je pourrais aussi travailler à temps plein, ce qui n'est pas le cas actuel. Et c'est vrai que si dans quelques années, je me vois toujours dans cette structure avec cette équipe. Donc, c'est quelque chose que tu pourrais envisager. Oui. Est-ce qu'il y a des choses de ton ancien métier qui te manquent? Oui, parce que je trouvais quand même que c'était ce travail d'équipe, de projet, de créer de la revue, c'était quand même sympa. Tu vois, la dernière fois, je suis tombée dans une salle d'attente de véto-ophtalmo chez qui je faisais mon stage sur un patient véto. C'était un support auquel on avait collaboré. Et je me dis, c'était quand même sympa. Ce côté... on le fait encore, le patient véto. Mais j'ai vu, il était restant. Et le fait de voir... vraiment cette naissance, c'est-à-dire qu'au début c'est rien, c'est un sommaire griffonné et puis tu te retrouves avec un support papier qui est joli, bien mis en page, c'est quand même sympa, tu crées du contenu quand même, c'est chouette. J'ai adoré faire tous les congrès, ça c'est sûr que c'était très sympa, c'était vraiment sympa, c'est un petit milieu quand même en plus, le bien milieu sûr. de la presse véto, les labos, donc c'était quand même toujours sympa en équipe, de faire le tour des labos, c'était quand même ça très sympa. C'est sûr que depuis que j'ai fait le CES, j'ai pas fait de congrès, ça me manque. C'est vrai que j'aimerais bien faire ça. Et après, c'est vrai que la vie d'entreprise, il y avait toujours une bonne ambiance et c'était sympa aussi d'échanger sur divers sujets. Et si tu devais te réorienter ou changer de poste en canine, c'est quoi les sujets sur lesquels tu serais sans concession aujourd'hui sur un nouveau poste? Je pense que il faut que je me sente bien, c'est l'ambiance. C'est sûr que moi, j'aime pas les conflits. Je suis sensible aux ambiances. Il faut que je me sente bien. C'est-à-dire que je peux pas venir travailler. S'il y a eu un mot de travers et tout, ça va me miner. Donc, j'ai besoin que ce soit très serein comme environnement de travail. Donc, je pense que si l'ambiance se détériore, ça peut vraiment m'affecter et ça peut être compliqué. Et après, il faut que je sois en phase aussi avec mes valeurs, tu vois. Là, je me sens bien aussi parce que j'exerce la médecine que j'ai envie d'exercer. Que ce soit pas trop loin de la montagne. Voilà, aussi. C'est vrai que après, moi, c'est privilégié. À Toulouse, on n'a pas de garde. À 19h, tu mets ton répondant. On a des structures. Je me rends compte que j'ai une activité qui est très privilégiée quand je vois certains vétérinaires, le rythme qu'ils ont. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les vétos solos, les vétos qui bossent seuls, qui ont toute cette charge sur les épaules. Franchement, je suis admirative. Les vétos aussi ruraux qui sont réveillés tout le temps dans la nuit. Honnêtement, je trouve qu'on fait pas le même métier, mais dans le sens où ils ont un métier quand même, des conditions de vie bien plus dures que les nôtres. Ton mari, il est toujours seul aujourd'hui ? Oui,
Oui, il est toujours seul. Après, lui, il a une clientèle de professionnels. Donc c'est vrai que il gère beaucoup par téléphone, il se déplace comme il y a besoin, mais il n'est pas dérangé autant qu'un vétérinaire équin de loisirs, par exemple. Oui, d'accord. Il lui fait beaucoup de routes. Moi, je suis à 7 minutes. Si j'ai un problème de voiture, je peux même y aller en vélo. C'est confortable. J'ai jamais un bouchon. Donc c'est vrai que c'est quand même. Oui, donc ton cadre de vie est assez confortable. Oui. Qu'est-ce que tu dirais aux confrères et aux consoeurs qui s'interrogent du coup sur ce choix pratique ou un autre secteur, ce choix un peu cornélien? Alors, je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrières, parce que je pense peut-être que je ne l'ai pas fait aussi plus tôt, parce que je m'étais dit, mais je serais incapable de revenir à la pratique. Donc, en fait, c'est vraiment faisable. Et je pense qu'on peut le faire beaucoup plus vite que je l'ai fait, à partir du moment où on s'y met à temps plein. Hein, ça revient. Alors j'ai du mal à dire revenir parce que comme j'ai pas fait, on fait pas beaucoup de canines quand même à l'école. Enfin maintenant ils en font beaucoup plus. Hein, pour être passé à l'école Véto récemment en stage, je vois que les étudiants ils ont quand même une bien meilleure formation que celle qu'on avait. Mais c'est vrai que c'est faisable en fait. Hein. Moi j'ai trouvé le fait de faire des stages quand même bien. Parce que ça permet quand même de voir et voilà, quand on fait ses premières consultations, d'avoir quand même repris un bagage de mécanismes, d'avoir vu les principales affections. Moi, ça me rassurait. Après, je pense que ça dépend aussi des personnalités. Et je pense qu'il faut vraiment le tenter, surtout, voilà, même si après, il y a que 5-10 ans de pratique derrière, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire. C'est chouette, ça me donne des idées pour la suite. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié et que tu voudrais ajouter? Non, moi je voudrais vraiment juste faire un petit clin d'œil vraiment voilà, toutes ces personnes bienveillantes qui ont été sur mon parcours, qui m'ont fait confiance, comme je te disais, voilà, quand on parle de notre de mon boss, de notre boss commun, et moi je suis toujours tombée sur des gens qui m'ont fait confiance, mais des fois c'est un peu effrayant même parce que tu te dis mais ils ont bien plus confiance en moi que mais moi. Là-dessus, je le dis moi dans mon épisode, il m'a fait confiance aveugle aussi à 25 ans. C'est ça. Pour VetoJob. Parfois tu te dis mais est-ce que j'ai les épaules pour y arriver, et c'est vrai que voilà, d'avoir rencontré ces personnes-là, que ce soit voilà en stage ou au niveau de mon parcours, c'est sûr que ça m'a porté. Hein. Ça m'a porté, et souvent je me dis si j'aurais pu ne pas arriver au bout en tombant dans d'autres structures ou avec d'autres intervenants. Et d'avoir remis ton bébé, comme tu l'appelles, entre les mains de notre consoeur aussi, Sandy Thibert. C'est vrai. Sandy, si tu m'écoutes, ce serait sympa que je puisse t'enregistrer. Voilà, les messages étaient envoyés. J'en ai parlé, je lui ai dit, tu as dit, moi je sais pas, je dis si, je crois qu'elle va revenir à la charge. Ouais, parce qu'elle a un super parcours, donc je finirai par y arriver, Sandy. C'est vrai. Si on a des consoeurs ou des confrères, notamment, qui s'interrogent justement sur le fait de revenir en clinique, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Si oui, comment? Je sais pas, sur tes réseaux sociaux. Oui, bien sûr, via LinkedIn, sans souci. Via LinkedIn, ok. Bon, et super. C'était trop bien comme épisode. Moi, j'ai appris merci plein de beaucoup, trucs. Oui. Alors que finalement, on s'est côtoyés, mais comme tu dis, on n'a jamais pris le temps. C'est vrai, on n'a jamais pris le temps, et du coup, je connaissais absolument pas le début de l'histoire, tu vois. Donc, je suis très contente qu'on ait pu parler de ce sujet qui est le retour en clinique. Je sais, je le répète maintenant, les auditeurs l'ont entendu plusieurs fois, mais je sais qu'un jour je reviendrai. Je sais pas comment, mais du coup, ça me donne plein d'idées. Mais t'as bien raison. Pour revenir un jour en C'est un beau métier, il y a plein de façons de l'exercer, et tu vois, je me dis c'est vrai que faut pas hésiter à y revenir, si on se plaît pas dans une clinique, à en tenter une autre. Il y a tellement de façons de l'exercer, que ce soit en tant que praticien ou pas praticien. Je pense vraiment que chacun peut y trouver son compte sur une carrière. Hein. Ça, je suis persuadée quand même que c'est un métier qui te permet de faire plein de choses et de trouver le domaine dans lequel tu es capable de t'épanouir. Alors écoute, c'est la meilleure conclusion, puisque c'est ce que je dis, VetoMicro, c'est pour montrer qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Donc on conclura là-dessus, c'est la meilleure des conclusions. Merci beaucoup Marine de m'avoir invitée. Merci beaucoup Camille, à très bientôt. Je te dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser, et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.